certain point. Mais il va toujours garder son esprit sauvage. Donc, je ne peux pas considérer cet oiseau-là comme il m'aime ou il fait telle action parce qu'il est affectueux, mais pas du tout. Bon, sans donner de prix exact, là, un oiseau de proie, ça peut représenter quel prix à peu près, Dan, quand quelqu'un voudrait acheter ça? Là? Normalement, là, la braquette de prix, je dirais, là, qui est générale, là, c'est autour entre 1000 et 2500 $. On est capable d'avoir là, vraiment là, la majorité des espèces d'oiseaux de proie reproduits en captivité là, très facilement là, dans ces prix-là. Bon, mais là, la grande question, c'est bien beau. Je m'achète un chien ou n'importe quoi de 2000 $. Puis la première journée où je rouvre la cage, il décide de partir puis il ne revient pas. Le chien, je peux toujours le courir à terre. Mais un oiseau, là, s'il décide de s'envoler, tu le perds complètement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu peux avoir le contrôle sur un oiseau qui est en liberté dans le ciel? Il n'y a pas de laisse accroché après ça. Non, ce que ça prend, en fait, c'est beaucoup d'entraînement au préalable avant le premier vol libre. Là. On a un cheminement à faire au niveau de l'entraînement de l'oiseau là, par association, puis aussi pour l'amener en condition physique, afin qu'il soit en mesure là, d'attraper le gibier convoité. Là. Bien, ça, c'est une autre chose. Là, il est dans une volière, il ne peut pas voler. Fait que toi, il faut que tu le fasses voler pour qu'il devienne agile, puis qu'il devienne assez, de façon musculaire, assez fort pour justement être capable d'attraper ses proies. Exactement. Puis c'est pas en courant dans la volière après les oiseaux avec un balai de sorcière qu'on va mettre les oiseaux en bonne condition physique. Là. Il y a OK. une façon beaucoup plus technique, là, puis bien établie depuis des milliers d'années qui existe pour entraîner justement ces oiseaux-là. Là. On va revenir avec la chasse ou le début de la chasse ou l'entraînement pour la chasse la semaine prochaine. Mais en attendant, si les gens veulent avoir de l'information sur le centre, Dan, tu nous redonnes les numéros de téléphone et les adresses, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, c'est dans le 418-475-4134. Dan, ce que je trouve stupéfiant dans toute l'histoire de ton centre de fauconnerie traditionnelle et de ta passion que tu nous as fait vivre depuis les dernières semaines, ce qui m'étonne, c'est que tu fais tout ça pour rien, parce que la chasse avec un oiseau de proie n'est pas permis au Québec encore. Il faut comprendre, Claude, actuellement, on a une réglementation qui nous permet de garder certaines espèces d'oiseaux de proie en captivité, mais on n'a pas encore le droit de chasser de façon légale là, le gibier d'élevage et le gibier sauvage. C'est sûr que le mot fauconnerie, ça naît de la chasse, donc un ne va pas sans l'autre. Pourtant, je te coupe, pourtant on a le droit d'aller, par exemple, dans une ferme. On va chez Étienne Lavoie, par exemple, à tous les ans. On achète une quantité de faisans. On va faire travailler nos chiens, puis on va les abattre en vol parce qu'on va les avoir fait lever avec un bâton ou un coup de pied ou peu importe la façon dont ça va être fait. Donc, c'est du tir au vol d'un oiseau élevé en captivité, un faisan. Ça a été élevé en captivité. C'est pas un oiseau sauvage. Et finalement, on nous donne le droit de faire ça. Puis toi, tu veux faire ça avec un oiseau qui était spécifiquement, il est venu au monde dans le but de chasser, et on n'a pas le droit de le faire. Exactement, Claude. Mais c'est sûr que là, on parle de politique, on parle de loi. La loi a été ouverte à un moment donné en 2002. C'était le temps de passer les ajouts au niveau de cette loi-là. Et les regroupements qui avaient à interagir dans ça n'ont pas interagi parce qu'ils avaient peur. Donc aujourd'hui, on est prêt avec une réglementation depuis 4 ans là, qui nous permet de faire à peu près rien. On peut entraîner les oiseaux à les faire voler sur des leurres ou encore le vol libre, mais on n'est pas encore, on n'a pas la réglementation là, au niveau de la chasse là, qui est applicable là, au niveau de la fauconnerie. Par Mais contre, ça, c'est au Québec. c'est seulement qu'au Québec. C'est vraiment là, c'est presque une risée. C'est dommage que ce soit comme ça parce que partout ailleurs dans le monde, on va se fier toujours sur les mêmes conventions. Convention de Bent, Convention de Washington, la CITES, pour produire une réglementation sur la fauconnerie. Donc, la matrice au niveau de la réglementation, d'un pays à l'autre à travers le monde est pratiquement la même chose, quelques variantes près. Donc, au Québec, on est vraiment loin de là. Par contre, il faudrait remercier quand même le ministère des Ressources naturelles là, qui nous donne l'opportunité à travers des permis éducatifs de faire ce qu'on fait là
de vous présenter des scènes de chasse sur du gibier d'élevage. Donc, il y a une ouverture, oui. Ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, finalement. Exactement, oui. Mais Dan, on va quand même laisser les gens sur quelques images que tu nous as données. On sait que c'est des photos, donc on va regarder les photos. Mais la chasse, on fait avec un oiseau de proie, de la chasse au chevreuil, aux coyotes. Commande donc quelques photos là, que tu nous montres présentement. Bien, écoutez, il y a beaucoup de pays européens et puis les grandes plaines de l'Asie, OK, qui vont... c'est un mode de vie, hein. Ils vont chasser leur nord, les loups, les coyotes pour se vêtir. Ils vont chasser le chevreuil aussi. En Tchécoslovaquie, ça en est vraiment une tradition Avec chaque des année. aigles? Avec les aigles dorés, exactement. Où ils vont chasser du gros gibier comme ça, là. Donc, c'est quand même exceptionnel, là. Il reste quand même qu'il faut que le gouvernement soit un peu plus ouvert et qu'il finisse par vous comprendre que vous n'êtes pas des tueurs, là, loin de là. Bien, en fait, on va faire notre travail avec vous, avec l'équipe de Rendez-vous Chasse-Pêche, avec le Centre de fauconnerie, puis peut-être d'autres organismes aussi, pour tenter de montrer aux gens puis au gouvernement, finalement, que c'est une activité qui est tout à fait saine et puis qui est profitable là, pour l'ensemble des gens, finalement. Merci, Dan. Merci beaucoup, Claude. Dan, ici, tu vis une grande aventure en solitaire. On voit depuis quelques semaines, on est à côté d'un champ extraordinaire. Tu es un peu, non pas reculé, mais tu es hors de la ville. Tu vis sur ton centre de fauconnerie avec ta compagne Wendy qui te suit dans tout ça, ce rêve-là. C'est un peu fou, un peu ce que tu fais. Il faut vraiment qu'elle t'aime beaucoup ou encore qu'elle soit très complice avec toi parce que c'est extraordinaire le travail de moine que tu fais. Ben, en fait, Claude, tu as dit justement le qualificatif, c'est la complicité. Puis l'accomplissement à travers cette activité-là aussi, parce que Wendy va prendre part là, de toutes les facettes de la fauconnerie avec moi, mais elle va en prendre plaisir aussi. Donc, elle ne fera pas ça nécessairement par obligation. C'est vraiment, là, il faut que ça vienne de l'intérieur. La fauconnerie, il y a beaucoup d'implications dans ça. Donc, on a toujours vu des hommes dans ce milieu-là. Puis encore une fois, je suis content qu'on voit qu'une femme a décidé d'embarquer là-dedans. Elle n'a pas peur des oiseaux, elle manipule tout ça, elle les nourrit. On la voit vraiment dans toutes les activités. C'est la grande complicité entre vous deux. La majorité des gens qui viennent suivre des cours au centre de fauconnerie, je vous dirais que je dispense des cours environ à une quarantaine de personnes à chaque année. Et puis, le ratio de femmes est beaucoup plus élevé. OK? Il y a vraiment, là, je dirais, un 60 où c'est des femmes qui viennent suivre les cours et puis qui s'intéressent à la fauconnerie. Est-ce que tu pourrais dire que l'interaction, la sensibilité d'une femme, est-ce que ces hormones-là peuvent se transmettre de l'homme à l'oiseau? Est-ce que la sensibilité d'une femme, par exemple, versus le caractère bouillant d'un homme, l'oiseau peut le ressentir dans ses émotions et dans sa façon d'agir? Je pense que c'est davantage une passion personnelle, OK, qui se développe finalement, que la personne va avoir un intérêt prononcé pour ça, puis de vouloir s'impliquer, là. Puis il va y avoir une grande complicité entre elle et son oiseau, de toute façon aussi. Tout en respectant les grandes règles de la fauconnerie, oui, on peut avoir la perception qu'il y a une complicité entre un homme ou une femme et puis un oiseau de proie, mais il faut vraiment respecter les grandes règles de la fauconnerie pour ça, pareil, là. Cette semaine, Dan, finalement, on parle de la chasse avec un oiseau de proie. On va voir des oiseaux, je ne dis pas attaquer, mais vraiment foncer sur leur proie. Et ça se trouve être des perdrix, des faisans que tu as achetés, dont tu as eu le permis, comme on disait il y a quelques semaines, du gouvernement, pour en faire la démonstration et l'entraînement de tes oiseaux de proie. Exactement. Le produit final de l'entraînement puis le but de la garde en captivité d'un oiseau de proie, c'est de chasser. OK? Donc, on va entraîner nos oiseaux sur le gibier d'élevage en premier parce que c'est un gibier qui est relativement plus facile
à entrer au niveau d'un oiseau de proie comme première capture avant de faire la transition naturelle avec le gibier sauvage. Mais est-ce que ça se peut que ton faucon soit pas bon ou ton oiseau de proie soit pas bon puis qu'ils les attrapent pas, les oiseaux? Pourtant, c'est une perdrix ou un faisan, c'est pas des oiseaux qui volent très, très vite comparativement aux oiseaux de proie. Bien, je vous dirais qu'un peu comme les humains, il y a des bons chasseurs puis il y en a des moins bons. Donc, il y a des oiseaux qui sont plus doués que d'autres à faire certaines prouesses. Donc, on doit travailler ses forces et ses qualités-là pour assurer le succès là, au niveau de l'oiseau. Donc, je ne vais pas nécessairement faire voler chaque oiseau en vol en amont, le vol d'amont qu'on appelle, alors que lui, sa force, ce serait plus de partir du point pour une poursuite directe. Donc, sur son gibier. lui, il va être perché. Quand il va voir un oiseau qui part, il va partir dessus. C'est ça qu'il veut nous dire. Bien, c'est à peu près ça, mais aussi, je vais utiliser les qualités là, propres à chaque individu, OK? Pour assurer le succès au niveau de la chasse de cet oiseau-là, pour ne pas finir par gaspiller cet oiseau-là par le découragement. Donc, OK. c'est important. Là, Parce que là aussi, un oiseau qui n'attrapera pas ses proies, il deviendrait frustré et il dira, ben moi, je me laisse mourir. Absolument. Il ne se laissera pas mourir. Par contre, il peut retourner son agressivité contre le chien, contre le maître ou contre les personnes qui vont accompagner le fauconnier. Bon, mais là, parle-en justement. Là, tu nous as ouvert une porte avec le chien. Là, ça, c'est la deuxième folie de Dan Paradis. C'est d'être capable d'entraîner un chien qui va donner la piste pour l'oiseau. Donc là, tu travailles avec deux phénomènes très différents, le comportement d'un chien de chasse et l'oiseau. Bien, en fait, ce que je fais lors de l'utilisation d'un chien de chasse, c'est pour soit pointer le gibier pour me dire où est terré le gibier comme tel pour que je puisse, sous contrôle, faire flusher, faire partir le gibier lorsque mon oiseau de proie est en bonne position, ou encore tout simplement avoir mon chien qui va brasser là, littéralement les talus, les tours de sapin pour faire partir le lièvre, par exemple. OK. Donc, il y a deux utilisations qu'on peut faire au niveau du haut vol et au niveau du bas vol aussi, avec les buses et les autours là, au niveau du chien de chasse. Comme Bon, tel. on dit toujours, les oiseaux, on ne voit pas les oreilles, mais ça l'entend beaucoup. Tu vocalises beaucoup quand tu chasses. C'est pour inciter ton oiseau? C'est pour énerver ton oiseau? Bien, en fait, c'est des associations que j'ai fait au niveau de l'oiseau, sonores. Donc, si je perds un contact visuel avec mon oiseau, bien, il y aura toujours une association sonore, soit pour le rappel ou soit lorsqu'un gibier est levé, par exemple, pour lui donner le cue, lui donner l'indice comme de quoi. Bien, regarde, là, tu le vois peut-être pas, mais il y a un gibier proche de moi. Puis, c'est l'indice que je lui donne, là, référence à ça. Donc, Bon, lui, tout de suite, il va se mettre en action. Comme tu as nourri cet oiseau-là au point, parce que on le voit bien dans l'image qui est ici, on le montre, ça c'est des images de l'année passée, mais c'est tellement beau, il faut qu'on les remonte. Tu les nourris au point. L'oiseau est habitué d'avoir ton poing ou ta main une source de nourriture. Il vient te voir pour avoir de la nourriture. Bien, en fait, c'est une des techniques qui existent pour dresser les oiseaux de proie selon la méthode traditionnelle avec les types d'oiseaux qui s'y prêtent bien à ça. OK? Je n'utiliserai pas un oiseau qui est imprégné de l'homme pour faire venir l'oiseau à un fauconnier pour sa pièce de nourriture. OK? Je vais utiliser des oiseaux qui sont complètement sauvages, le plus sauvage possible, pour utiliser ces techniques-là. Donc oui, il y a une association qui se fait au niveau du fauconnier, du gant et des pièces d'équipement au niveau de la nourriture comme telle, oui. Écoute, Dan, on va y revenir la semaine prochaine, puis j'ai d'autres questions, puis j'ai pas terminé la chasse encore. Là. Il y a encore des belles scènes que je veux qu'on monte. Numéro de téléphone, les gens peuvent te rejoindre, s'il vous plaît? C'est dans le 418-475-4134.